Bonjour et bienvenue au Studio Aérocosmos dans lequel on reçoit aujourd'hui deux invités de marque pour parler de guerre économique et d'indépendance stratégique, notamment dans le domaine de l'industrie de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Christian Ambulot, je dirige l'école de guerre économique et le centre de recherche qui a été créé en janvier, qui s'appelle CR 451. Bonjour, je suis Nicolas Ravaille et donc je suis avocat de formation. J'enseigne à l'école de guerre économique et plus principalement sur les questions de stratégie européenne. Alors, ma première question, qu'est-ce que c'est que l'indépendance stratégique et pourquoi c'est important? Alors, l'indépendance stratégique, aujourd'hui, vu l'évolution du monde, on voit bien que si un pays n'a pas un minimum de réflexion pour apprendre non seulement à se défendre, mais à gérer tous les problèmes connexes qui apparaissent aujourd'hui liés à des problèmes de guerre, c'est-à-dire ce que nous, dans notre jargon, on appelle l'émergence des besoins vitaux. Jusqu'à présent, on s'occupait de l'État, comment faire fonctionner de l'État. Et là, il y avait des besoins vitaux. Mais là, il y en a d'autres qui apparaissent. C'est se chauffer, s'éclairer, s'alimenter, se soigner, se transporter, etc. Et on voit bien que c'est pas forcément le marché qui va régler tout ça. Donc, cette notion qui avait été évacuée totalement, le mot indépendance stratégique, les derniers bons souvenirs, c'est la période de gaulliste entre 58 et 65, parce que même après, elle se dissipe dans les événements. Et entre cette période-là et aujourd'hui, finalement, qu'en était-il resté? Pratiquement rien. Puis là, subitement, ça ressurgit avec la crise du Covid, avec la guerre en Ukraine, et force est de constater que j'ai pas vraiment le sentiment que cette notion-là, elle soit encore vraiment prise au sérieux comme elle devrait l'être. Mais est-ce que déjà on a défini les secteurs stratégiques de l'économie et de l'industrie? Je pense à l'énergie, les réseaux, moi j'ai envie de dire l'aéronautique également, la nourriture, tout ça. Est-ce qu'on a déjà validé quels sont les secteurs dans lesquels on veut être indépendant et souverain? Alors en France, oui, en Europe aussi, de manière différente de la vision française. Il y a des secteurs régaliens pour lesquels la souveraineté est absolument décisive. Il y a des secteurs qui ont été très stratégiques, revus après les crises. On ne connaît que des crises de toute façon. Donc en réalité, on nous dit qu'on est en crise depuis des années, on est en guerre économique, et c'est ce qu'a montré d'ailleurs la crise Covid. La santé est redevenue stratégique. Je crois que le plus important, c'est pour un pays comme la France, qui a beaucoup de talent, des Français qui ont beaucoup d'énergie, c'est de considérer que c'est une chaîne, l'indépendance stratégique. C'est innover, sécuriser cette innovation-là, et ça c'est très important, pas la laisser partir. Ça veut dire aussi la produire, garder la production sur notre sol, faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant. En matière de défense, on peut avoir un porte-avions bloqué simplement parce qu'on a Parce plus qu'il y de a une catapultes. catapulte, Voilà. ouais. Donc, c'est innover, sécuriser l'innovation, produire, garder cette production et aussi la partager. Et savoir ce que l'on garde pour nous, ce que l'on veut partager avec d'autres, parce que ce partage-là, il renforce notre modèle. Et c'est ainsi que on a jusqu'alors travaillé. Et en France, et avec l'Union européenne, et pour ce volet-là, non sans difficulté. Alors, Je rajouterai ouais. un point, parce que en France, ça écorche la bouche de dire ça, mais moi j'aime bien un peu écorcher la bouche. Il faut conquérir. À l'époque du général de Gaulle, quand il y a eu une velléité de sa part pour créer une industrie informatique, euh, pour lui, il était très clair que c'était pas simplement relancer le plan calcul, essayer de récupérer Bull, l'entreprise. C'était pour financer tout ça, fallait gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il fallait conquérir des marchés hors de France. Et ça, on l'a vu dans les mémoires d'Alain Peyrefitte sur De Gaulle. Il y a un passage très intéressant sur le procédé SECAM, télécouleur, face au procédé PAL. Et De Gaulle, qu'on croit encore vieux général, vieillissant, sans penser sur ces aspects-là, avait une pensée stratégique. Et il était très clair pour De Gaulle qu'il fallait vendre du SECAM à l'extérieur pour pouvoir d'autant plus consolider une démarche d'indépendance. Et c'est vrai qu'en France aujourd'hui, le mot conquérir des marchés, c'est une expression taboue, dans le sens où tout ce qui arrive derrière, je parle de l'État, hein, je parle pas là du monde de Ouais. l'entreprise, ça remet totalement en question plein de choses. Première chose, on fait du renseignement, quelle est sa rentabilité? Faire apparaître la notion de rentabilité dans l'activité de renseignement, en France, mais là on est dans X-Files, c'est quoi?
la rentabilité d'une mission stratégique de renseignement dédiée à l'accroissement de la puissance française. Là, on est dans X-Files. X-Files. Et c'est tout le problème, si vous voulez. Et alors, nos concurrents, nos adversaires parfois, est-ce que eux, ils disent clairement notre système de renseignement est au profit de notre industrie de défense aéronautique et civile? Sur le site du SIS britannique, ce qu'on appelle à tort le MI6, donc le service extérieur de renseignement britannique, sur son site internet, il est clairement mentionné, nous faisons du renseignement économique, pas pour nous défendre, mais pour améliorer la puissance de la Grande-Bretagne. Pour gagner des contrats. Et bien entendu. Et au moins, ça a le mérite d'être clair. Et on a des exemples concrets dans lesquels on sait qu'on a perdu des contrats parce qu'il y avait eu des renseignements étrangers? Je ne vais pas revenir sur ce qui nous a fait très mal sur l'affaire des sous-marins en Australie, mais je pense, et ça Nicolas, tu peux peut-être en trouver toi-même vu les secteurs que tu observes, mais oui, il est clair que, premier constat, c'est toujours intéressant non pas de faire un peu d'histoire, mais de faire un constat. Qu'avons-nous perdu dans le pillage technique et technologique que l'Union soviétique puis la Russie ont exercé à l'égard du monde occidental? On a tellement honte de reconnaître l'efficacité du monde soviétique et du monde russe dans ce pillage que c'est pratiquement un sujet tabou. On effleure le problème parfois en revenant sur la fameuse affaire Faroel qui a été un élément de démonstration de l'ordre de grandeur du pillage. Mais ce qu'on ne veut pas reconnaître aujourd'hui, c'est à quel point on a été battu sur le terrain de l'information, même en essayant de défendre vaguement à certains moments, face à un pillage comme ça. Donc déjà, je parle du pillage soviétique et post-soviétique. C'est déjà un sujet tabou. Identique comme sujet tabou, le pillage chinois. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire que, en 2022, on ne fasse pas ce que font les Allemands quand ils négocient avec la Chine. Dans la négociation, l'autorité allemande présente à la Chine tous les éléments de démonstration du pillage exercé par l'État chinois, l'État communiste chinois, en République fédérale allemande. Nous, non. C'est comme si ça n'existait pas. Et là, il y a déjà un premier problème. C'est pas un hasard si je prends ces deux exemples. Parce qu'à la limite, c'est les deux exemples qui sont le moins polémiques dans le sens où, théoriquement, on devrait attendre d'un pays comme la France, de son président de la République jusqu'à la chaîne de commandement et ses différentes administrations, qui ait une prise de conscience très sérieuse sur le sujet. Eh bien non. On est dans le en même temps, là, si vous voulez. C'est-à-dire, d'un côté, oui, on va faire quand même un petit peu de discours sécuritaire, mais on va pas aller trop loin, quand même. On va pas faire comme les Allemands, surtout. Je crois qu'on a aussi une pensée stratégique qui est beaucoup trop globale. On est un pays qui produit des élites, qui travaille beaucoup la géopolitique et qui tourne à vide. Enfin, on entretient ça à grands frais. C'est très concret, ça. Cette guerre de l'information-là, elle consiste à aller collecter de l'information, mais il y en a plein, d'ailleurs, en source ouverte, qui est extrêmement intéressante. On peut prendre, par exemple, ce que produit la recherche civile européenne. Les Chinois, ils en font des technologies de défense à partir de ce que nous on produit, de ce que nous on finance. C'est d'abord et surtout une manière de travailler, une manière d'exploiter l'information. Quand bien même on est informé, ça suffit pas. Il faut derrière avoir une volonté, et c'est revenir sur ce que Christian a beaucoup travaillé sur la notion de puissance, sur la manière dont la France exerce sa puissance, et une fois qu'on a cette volonté, il faut s'organiser, il faut avoir... oui, mais je te coupe parce que ça c'est un point important. Tu dis qu'on a une stratégie globale, mais on n'a pas une stratégie globale d'accroissement de puissance. La deuxième expression qui écorche la bouche, aussi bien au plus haut sommet de l'État, parce que là on peut pas être dans le en même temps. Accroître la puissance, c'est pas être d'un côté, bon, les Chinois nous embêtent un peu, mais on va aller les voir, on va essayer de faire un deal, on va essayer de ramasser des miettes de marché, on va essayer quand même de vaguement contrebalancer d'autres pressions économiques qu'on subit en termes de dépendance. Mais le problème, il est pas là. Moi, j'attends la feuille de route donnée par un Macron pour dire quelle est la politique d'accroissement de puissance de la France dans tel secteur et qu'est-ce qu'on met en batterie pour le faire. Et qui va suivre?
Or, le problème en France, c'est que la haute administration, elle est absolument pas connectée avec une vision de l'accroissement de puissance. Si on réunit dans la salle tous les hauts responsables de la haute administration et qu'on leur dit « Que nous suggérez-vous pour accroître la puissance de la France ?» Là, j'aimerais bien ramasser les copies et noter en bon enseignant que je suis. Parce que je serais effaré du résultat. Vous avez abordé, alors dans les grands concurrents, vous avez abordé la Chine, la Russie. Moi, j'ai envie un petit peu de regarder nos alliés, nos amis, les États-Unis. Si on regarde le passif, si on regarde, vous avez parlé d'AUKUS, si on regarde le Rafale, qui a gagné la compétition, même en Corée du Sud, même à Singapour, qui ont fini par acheter des F-15 contraints et forcés, on est, en fait, déjà nos amis américains. Est-ce que c'est vraiment encore nos amis dans le monde de la concurrence? Ça n'a jamais été nos amis. Pour une raison très simple, c'est qu'en 1945, on est allé les voir en disant « Venez nous protéger ». On a peur que l'Union soviétique envahisse le reste de l'Europe, mais surtout, je parle de la France là, on a peur que le Parti communiste français n'obéisse pas à Staline et fasse quelque chose qui tourne vraiment au vinaigre, comme on dit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient atteint le pic de 27% du corps électoral en termes de bulletins de vote. Dès le moment où vous êtes dépendant d'un pays, que vous lui demandez de nous protéger par sa présence militaire, ce n'est pas gratuit. Il y a une contrepartie. Alors, il y a eu quelques vagues débats là-dessus. Le Parti communiste, d'ailleurs, au moment du plan Marshall, a mené des manifestations, les fameuses manifestations en 1947, pour dire, mais en fait, quelle est la contrepartie du plan Marshall? Ils veulent pénétrer le marché du cinéma, etc. Mais on n'a jamais mis vraiment le sujet sur la table. De 1945 à aujourd'hui, nous sommes dépendants des États-Unis d'Amérique en termes de sécurité globale. Et quels que soient les sujets, de toute façon, on est toujours en situation de devoir coopérer et de se faire la guerre économique. On est en permanence confronté à cette réalité-là. Les enjeux, ils sont très concrets. Ils sont entreprises, ils sont filières. Et pour le coup, ça dépend des territoires sur lesquels on est. Les États-Unis, c'est pas un pays unifié, c'est un pays qui a su se diviser terriblement, et notamment par le truchement de l'action de l'Union européenne sur son sol. Si on prend l'exemple de la guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre qui montre une correction économique des États-Unis sur l'Union européenne par les marchés de défense. Et pourquoi les États-Unis font ça? Parce que Obama l'avait dit, Trump l'avait dit et Biden l'a fait. Ils ont dit aux Allemands, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable américain pour vous protéger contre les Russes, en échange de quoi vous allez acheter de l'énergie pas chère aux Russes, et avec cette énergie pas chère, vous allez avoir en moyenne 70 milliards d'excédents commerciaux par an aux États-Unis. Moi, je m'amuse souvent à poser la question, qui est le plus fort, les États-Unis ou l'Union européenne? Toujours, c'est dramatique, c'est les États-Unis, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est plus de 155 milliards d'excédents commerciaux aux États-Unis en 2021. Donc la puissance commerciale, c'est nous. Ils corrigeaient un peu par la monnaie, et là ils se sont dit, tiens, on a un avantage géopolitique, on a des technologies de défense, on va pouvoir les vendre aux Européens et opérer ça. Et le problème, c'est que la France, dans cette réalité-là, elle n'a pas de stratégie. Elle annonce dans le vide pour avoir une stratégie sur l'Union européenne, mais elle n'a pas de stratégie dans et via l'Union européenne, comme peuvent le faire d'autres. Donc, l'enjeu avec les Américains, il est très très bien connu. Les Européens ont su les diviser dans leurs propres intérêts et se protéger. Mais ça ne nous profite pas à nous Français. On pense qu'on a un léger excédent commercial avec eux. C'est même pas le cas, parce qu'il faudrait déduire ce qui est réimporté des États-Unis par d'autres pays, comme les Pays-Bas, la Belgique, et qui nous le revendent ensuite. Mais alors, quand on regarde, bon, c'est un constat qui est quand même assez noir, les États-Unis arrivent à imposer leurs équipements, même s'ils sont potentiellement moins bons que ceux que nous on peut produire. La France est un petit peu toute seule, parce que quand on regarde des pépites extraordinaires, on regarde Dassault, absolument incroyable, une entreprise typiquement française qui fait un avion 100% français, qui arrive à être meilleur que les autres, on parlait du F-35, qui arrive à gagner une compétition face au F-35 aux Pays-Bas, et finalement c'est quand même le F-35 qui a acheté. Mais avec notre argent. C'est quand même ça le comble. Aux Pays-Bas? Non, plus en Pologne. En Pologne, enfin, dans tout ce qui sera programme de l'Europe de l'Est, puisque la facilité européenne pour la paix, je crois que la contribution française est plus de 500 millions, la première tranche, donc environ, et la deuxième, on parle d'1 milliard.
Donc on serait à peu près à 550 millions qui vont être payés par le contribuable français pour acheter du F-35. Ça, c'est totalement anormal. Et potentiellement, d'ailleurs, c'est pris sur le budget de la défense. Ce qui n'avait pas besoin de ça. D'accord, parce qu'en plus, on déduit cet argent du budget de la défense française pour acheter du matos américain via les pays de l'Est. La situation n'est pas claire, mais l'hypothèse première aujourd'hui, c'est celle-là. Et de toute façon, c'est le contribuable français qui la paiera. Et la réalité, elle est très très claire. L'Allemagne a, c'est le chef d'orchestre, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui donc utilise le droit européen, les directives marché public, qui en matière de défense laissent aux États membres de l'Union européenne la possibilité d'acheter ce qu'ils veulent pour acheter du matériel de guerre aéronautique américain. En échange de quoi, les États-Unis, eux, ils protègent des intérêts civils allemands. C'est un troc qui est opéré. Nous, Français, si on dit aux Allemands, vous n'achetez pas de Rafale, automatiquement, on n'a pas la manière, la coercition qu'auraient les États-Unis de dire, je vais taxer les voitures allemandes sur mon sol. Si on fait ça, l'Union européenne, la Commission européenne nous poursuivra pour procédure d'entrave. Ça veut dire qu'il y a du lobbying américain via ces entreprises européennes qui lui sont soumises? C'est-à-dire qu'il y a un pacte, il y a du troc qui est fait entre les Allemands et les Américains sur notre dos, là où nous, on est très forts. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'on est dans la même situation que les Américains. Dire, on est, nous, totalement dépassés par l'excédent commercial allemand. Ils ont un excédent commercial très fort tous les ans en France, en moyenne 15 milliards d'euros. Ils en ont un extrêmement fort aux États-Unis, 70 milliards en moyenne. Donc ça pèse évidemment plus pour eux, donc ils ont plus d'intérêt à protéger aux États-Unis en volume. En réalité, on devrait s'allier avec les Américains pour contrer les Allemands. Si on regarde la situation économique, je parle avec les chiffres d'Eurostat, donc des données totalement incontestables. Et on le fait pas parce qu'on est concurrent des Allemands dans les mêmes secteurs. On est des Américains, pardon. On est concurrent des Américains dans les mêmes secteurs. Sur les avions de combat, etc. Et les avions de combat et sur le reste. Et ça, les Allemands l'ont très bien identifié et ils en jouent. Donc, ils ont compris quelles étaient leurs protections juridiques en France via l'Union européenne, ce qu'ils n'ont pas aux États-Unis, et ils en jouent admirablement. Et le problème, c'est même pas ça. On le sait. C'est pourquoi la France réagit pas. Et ça renvoie à la notion de souveraineté qu'on évoquait au début. Est-ce que ça veut dire que les partenariats industriels de défense européens ou avec l'Allemagne, dans ce cas-là, sont voués à être des pillages technologiques? Il pourrait l'être. Il pourrait l'être. C'est un des... on sait très bien, je reviens toujours sur la même chose, si on avait une vraie grille de lecture, on est censé construire l'Europe. Pour construire l'Europe, il faut bien voir ce qui se passe en Europe. Donc il y a des pays qui sont en logique d'accroissement de puissance. L'Allemagne est même discrètement, et souvent de manière très hypocrite, mais c'est son cas. La France, je dirais que dans le meilleur des cas, elle cherche à préserver ce qui lui reste de puissance. Et vous avez d'autres pays qui subissent la puissance des autres. Donc pour construire une Europe avec 3 catégories comme ça, on est quand même plutôt mal parti. Et si on n'a pas une visibilité sur cette réalité, qui nous permettrait quand même de tenter d'équilibrer les choses. Ce que dit Nicolas, si c'était dit dans le débat public, on pourrait dire que ça relativiserait un certain nombre de prises de position et on pourrait mieux négocier. Pour former réellement des diplomates français, parlons des diplomates, il faudrait peut-être que ces diplomates, ils aient cette grille de lecture en tête. Et ça, on peut hélas le décliner dans beaucoup de secteurs. Donc on a un vrai problème de savoir qu'est-ce qu'on fait au-delà des phrases de communication classiques. Pour l'instant, l'Europe, elle est fortement perturbée par ces 3 situations-là. Je pourrais rajouter une 4e catégorie sur laquelle on travaille avec Nicolas. C'est les pays qui ont décidé de se vendre aux autres, hors d'Europe. Le hub chinois en Europe, ce sont les Pays-Bas. Qui protestent contre ça? Il n'y a pas de débat là-dessus. Or, on pourrait dire aux Pays-Bas, écoutez, vous êtes bien gentils, on peut comprendre que vous ayez des besoins, des réalités économiques, mais ne soyez pas le méchant petit canard qui nous plombe par rapport à la Chine. Le cheval de Troie, quoi. Exactement. Et c'était un débat qui avait déjà été posé fin des années 80 à l'égard du Japon, d'ailleurs. Ça s'est évacué puisque le Japon a été planté à la fois par les États-Unis et l'Europe. Mais là, on retrouve non pas le même débat, justement, mais le même problème, sans réponse. Et est-ce que... Alors, si on regarde un petit peu le passé, on voit le MGCS, le char de combat franco-allemand,
c'est un peu compliqué en termes de négociation, puisqu'il y a Rheinmetall qui va faire quelque chose de plus rapidement, et donc les Français qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier de la coopération, peut-être qu'on va pas avoir de char alors que les Allemands en auront un. L'avion de patrouille maritime, les Allemands ont laissé tomber en espérant que la France continue à en acheter, ce qui profiterait à leur industrie. Est-ce qu'on n'est pas meilleur dans les partenariats avec les Britanniques, ou est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes... Est-ce qu'on n'est pas une concurrence qui est plus saine avec eux? Il y a une formule assez amusante un jour d'un Britannique qu'on me racontait qui disait qui achetait du matériel français. On était surpris qu'ils n'achètent pas du matériel américain. Et il nous répondait le gros avantage avec vous, c'est quand ça marche pas, on peut vous engueuler. Ouais. Donc, il y a clairement, alors que en matière de coopération avec l'Allemagne, un général allemand aurait dit c'était plus simple quand on faisait la guerre contre vous qu'avec vous, pour dire que c'est difficile. Maintenant, c'est difficile aussi de faire des choix, des arbitrages. De nouveau, faut sortir des débats très invalidants en France. On est pour, on est contre l'Europe. Non, ça c'est des sujets concrets, c'est des sujets très clairs. Et sur ce que vous évoquez, tout ce qui est terrestre, c'est vraiment un débat franco-allemand. Dire l'Allemagne, elle ne coopère avec la France qu'à finalité de fusion-acquisition. Dire c'est vampirisé, utilisé, et puis c'est une logique de progression. D'abord c'est Nexter KNDS, et puis après on rajoute Rheinmetall. Le premier projet pilote financé par le Fonds européen de défense, c'est, je crois, Rheinmetall qui était leader de ce consortium pour créer de la norme en matière de défense. Parce qu'on sait très bien que derrière la norme, on structure de la commande publique. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, Français, on a travaillé sur le Fonds européen de défense pour permettre, et ça c'est une logique de croissance, d'accroissement, de puissance pour notre Mais la commande publique, elle est plus française qu'allemande, même sur les programmes en partenariat. Pour les exemples que vous évoquez, c'est même totalement anormal. C'est-à-dire que c'est la commande publique française qui fait tourner l'industrie allemande, alors que alors que la commande publique allemande va acheter américain, pour les raisons que j'évoquais, le troc qui vise à sécuriser des intérêts civils aux États-Unis. Et ça, c'est pas normal. Ça, il faut l'arrêter. Et c'est la difficulté en France de bien faire comprendre que c'est pas un problème de conviction. Nous, à l'école de guerre économique, on est souvent taxé du syndrome de Cassandre, mais parce que notre boulot, nous, c'est les trains qui arrivent pas à l'heure. On n'a pas une pensée négative. Au contraire, nous, on cherche des solutions. Allez, MBDA, Thales, il y a quand même des grands groupes qui arrivent à faire avoir des filiales à l'étranger, français, à la base, qui arrivent quand même Airbus, qui arrivent à s'en sortir. Oui, bien sûr. On est d'accord qu'on peut quand même réussir dans certains domaines. Oui, et on peut coopérer, notamment avec les Britanniques. C'est sans doute avec les Britanniques aujourd'hui, mais c'est pas dans l'absolu, hein. Faut être concret, pragmatique. Avec les Britanniques, ça coopère plutôt bien, ils sont plutôt en demande, on a plutôt des intérêts. C'est assez segmenté, hein. Vous avez, pour l'aérien, on l'a évoqué, la relation Allemagne, États-Unis, France. Pour le terrestre, c'est surtout France, Allemagne. Et le maritime, secteur que je connais le moins, c'est sans doute le plus isolé. Vous avez l'Allemagne qui a ses propres intérêts, la France, l'Italie, c'est un très gros acteur, et les Espagnols qui viennent de nous virer d'Arabie Saoudite. Et voilà. Et l'Espagne qui a sur l'ensemble des sujets d'ailleurs, c'est aussi vrai dans l'aérien, a une technique d'infiltration très agressive qui part de plus loin, mais qui tend à rattraper. En fait, tout le monde a des stratégies sauf nous, là. Vous êtes en train de... Non, mais c'est vrai que parfois on en a, mais on en a parce qu'il y a une vraie antériorité, c'est-à-dire l'héritage gaulliste se poursuit, ou même l'héritage du traumatisme post-Seconde Guerre mondiale. On a bien compris qu'il fallait créer une industrie d'armement, elle a été créée, elle a aujourd'hui effectivement de très beaux joyaux qui font leurs preuves, et notamment en exportant et en conquérant des marchés, mais on sent bien que s'il n'y a pas, j'insiste, une vision du politique, j'attends le politique sur c'est quoi l'accroissement global de la puissance de la France. Il y a des domaines dans lesquels on a perdu notre autonomie stratégique, ou alors on est quand même en borderline, mais qu'on a encore maintenu. Le spatial, il y a un gros enjeu, je pense qu'il y a un énorme enjeu sur le spatial, qui est l'autre et le dernier volet qu'on n'a pas évoqué. Le spatial, c'est la France. Militaire. Historiquement, c'est la France. Les lanceurs, les moteurs, mais maintenant l'enjeu, il est beaucoup plus... Et il est très lié d'ailleurs au militaire, c'est-à-dire tout l'enjeu du F-35, c'est que c'est l'écosystème qui va avec. Alors il faudra un avion qui soit capable de fonctionner sans lien satellitaire si jamais c'était coupé, mais il y a aussi beaucoup d'applications dans ce domaine. Et c'est là où ça pose toute la question de la stratégie française, comme l'évoquait Christian.
nous avons, nous, une stratégie pour l'Union européenne. Mais les autres ont une stratégie dans et via l'Union européenne. Donc nationale qui s'inscrit dans un cadre européen. Et comme nous n'avons pas de stratégie suffisante dans l'Union européenne, ça déséquilibre même l'Europe au point de la menacer, au point d'avoir en France un front de refus, de contestation. Bah oui. Donc c'est totalement contre-productif pour les promoteurs de... C'est de l'incompétence, c'est de l'absence de vision, non, c'est une faillite globale qui part de la formation. Ça commence par la formation, ça va ensuite dans le mécanisme de sélection de nos élites qui sont triées sur des numéros d'esthète totalement décalés de la réalité, ce que j'appelais la pensée globale, hein, pas la stratégie globale, mais la pensée globale. Et puis derrière, c'est une question d'organisation. C'est d'ailleurs pour ça que les militaires souvent sont bons dans l'économie, parce que c'est une science de l'organisation et c'est un point très important que nous on travaille dans l'intelligence économique, c'est qu'on est en pluridisciplinarité. Moi, je fais pas du droit pour le droit. Moi, je fais du droit pour sécuriser des innovations technologiques à finalité économique. Et seul, je suis pas compétent. Je suis, en revanche, plus efficient quand je travaille avec les autres. Parce que c'est pas bien faire le pays, ce qui l'optimise pas. Vous prenez cet exemple très concret du spatial. Plein de projets ont été mis en concurrence par l'Union européenne. C'était pas obligatoire. On a d'autres outils juridiques qui peuvent aller dans la coopération entre États où on négocie avant, où on se met d'accord. L'exemple d'Airbus, c'est pas une création de l'Union européenne. Quand j'ai travaillé 3 ans à la direction générale de la recherche de l'Union européenne, ils m'ont dit, tu sais, même si on avait les budgets, on les a, on le referait pas. C'est de l'intergouvernemental. Je vante pas un système plus que l'autre. C'est de nouveau, il faut savoir ce qu'on veut. Quand c'est régalien et que nous on a des intérêts très forts, il faut pas aller dans des mécanismes de tir au pigeon où on met le projet des Français contre le projet des Allemands. Parce qu'au bout du compte, s'il y en a un qui gagne sur les deux, ben l'autre va se venger, donc c'est pas bon. Et puis, la pire des hypothèses, presque, c'est que ça n'aboutisse pas. Et dans ces cas-là, on aura un projet américain. Et c'est potentiellement ce qui est visé. Un projet européen. On parle du NGF, le SCAF, l'avion de 6e génération. C'est quoi les conditions pour que le NGF soit un succès et ne soit pas un pillage technologique pour la France? On a bien compris que Dassault avait réussi à cadrer, avait réussi à imposer un certain nombre de règles pour que ça se passe bien, pour que cette entreprise qui rayonne, qui est forte, qui a réussi à maintenir son indépendance depuis des décennies, arrive à perdurer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça reste avec un tel succès? La première chose à exiger, c'est que tous les partenaires européens, et même au-delà, par notre puissance, notre impact sur ce qu'on peut avoir, notamment dans l'Europe de l'Est, où quand même c'est le budget du contribuable européen qui vient financer le développement économique de ces pays, c'est de ne pas penser en silo et de dire il faut le commander. S'il n'y a pas des commandes fermes dès la première initiative de R&D commune, alors clairement, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que là, il faut dire dès maintenant, on en veut 100, 150 et... Ferme. Et si vous payez pas, si vous ne le voulez pas et que vous voulez aller acheter américain après, vous payez quand même. L'idéal, c'est ça, mais Nicolas sait très bien, les États-Unis vont s'opposer totalement à ça. C'est-à-dire que la pression va être si on maximale. est indépendant, on choisit d'être une puissance. Oui, mais là, on entre dans le dur. C'est-à-dire que effectivement, la réponse à votre question, c'est ces fameuses commandes fermes. Les États-Unis vont tout faire en jeu d'influence et en lobbying pour que ces pays-là ne les passent pas. Donc on a déjà un mur là qui est infranchissable. Donc une fois qu'on connaît ce mur infranchissable, comment on fait? C'est exactement l'image que donne Macron en allant aux États-Unis. Et Biden lui dit, nous, on continuera à être protectionnistes, faites la même chose que nous. Et nous, on est les trop bons élèves qui nous, veulent on être... dit rien. Enfin, pas totalement, hein, on le faisait déjà. Hein. Il y a des milliards d'euros investis sur les 357 milliards de plans de relance américains qui sont un vrai problème pour l'Europe, et on a raison de s'en plaindre. Mais bon, l'Allemagne, elle met 200 milliards d'euros sur la table. C'est plus petit que les États-Unis, l'Allemagne. Il y a moins de population. Et il y a un marché intérieur avec la France. Donc quand l'Allemagne fait des distorsions de concurrence, ça coûte 200 milliards d'euros, parce qu'elle peut le faire, parce qu'elle est riche, parce qu'elle a des excédents commerciaux, et nous, on suit pas. Je veux dire, c'est plus un problème pour l'économie française. Enfin, moi, je suis pas plus pro-américain ou plus pro-allemand. C'est pas le sujet. La question, c'est comment nous, on se défend. On va trop jouer sur notre terrain. C'était l'exemple de ce pourquoi ça n'avançait pas. Et heureusement que Dassault a tenu bon, parce que sinon, on aurait déjà cédé avant.
On doit clairement à Dassault d'avoir tenu bon. C'est pas le politique, c'est pas le reste, c'est pas l'écosystème. Il essayait de lui tordre le cou d'ailleurs, en disant mais de toute façon c'est nous qui allons le commander derrière, etc. On joue sur notre terrain, ça bouge pas, et donc il faut céder pour que ça bouge. C'était ça qui n'allait pas. Et comme Dassault a tenu bon, on est arrivé à une solution équilibrée. La vraie difficulté, c'est pas la première fois qu'on signe des accords et qui sont pas non plus fondamentalement équilibrés. La pire des choses, je vous dis, c'est que quelque part même, l'Allemagne peut très bien décider de financer une grande partie de la R&D du SCAF, et je pense que si j'étais américain, je laisserais faire. Et puis qu'il y ait un crash au bout, parce qu'on va pas l'acheter. Et si on va pas l'acheter, il est plus rentable. Donc on aura dépensé des milliards d'euros pour faire de la R&D, puis cet avion sera pas développé, sera pas industrialisé, ou très faiblement et pas acheté, donc il sera pas rentable, il sera arrêté. Et ce qui veut dire que nous, Français, on n'aura plus de solution de repli national à partir du moment où on a coopéré avec eux. On n'aura plus de solution de repli national, et donc on sera aussi obligé d'acheter américain. Donc, très clairement, moi je crois pas que les Américains vont bloquer tout de suite. Il y a d'ailleurs Éric Trappier, si on reste sur le cas de Dassault, a évoqué il y a quelques jours les difficultés de financement, de récolter de l'argent auprès des entreprises, auprès des banques, pour le financement du développement de l'industrie. Vous avez peut-être entendu parler de cette question de taxonomie européenne qui fait qu'une entreprise, par exemple, qui développerait les missiles du M51, donc le missile de la dissuasion nucléaire, comme c'est du dissuasion nucléaire, attention, c'est une arme dangereuse, donc on va plus accepter de les financer. Donc il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer au niveau européen. Déjà, est-ce qu'on est la seule zone dans le monde qui se tire une balle dans le pied en imposant des règles absolument invraisemblables? Et la deuxième question, c'est, on voit aussi d'autres leviers d'influence. Je pense par exemple à des ONG, Sherpa, financés par Soros. Est-ce que ça, parce qu'ils attaquent par exemple Dassault sur la question des Rafales en Inde. En Inde, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de corruption. Simplement, ils font semblant de trouver des problèmes en France pour empêcher justement ce financement. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi des ennemis de l'intérieur contre lesquels on fait rien, qu'on regarde et qu'on bouge pas? Là, on est sur le terrain de la guerre cognitive, qui est un terrain sur lequel on pratique beaucoup de choses, nous, en tout cas, dans notre microcosme de l'école de guerre économique, et du centre de recherche, d'ailleurs. Sur ce terrain-là, la question qui est posée est non résolue. C'est qu'on fait du défensif, quelques vaguelettes d'offensif sur des cas excessivement précis, et on n'est pas du tout offensif au niveau stratégique. C'est-à-dire ce que vous venez de décrire, on voit très bien que au niveau européen, tous les jeux d'influence qui consistent à affaiblir l'industrie de défense, oui, c'est par des jeux cognitifs, donc la production de connaissances, avec tous les discours moralisateurs qui arrivent derrière pour dire c'est pas bien à cause de ça, etc. La taxonomie, les ONG, oui. Et aussi des aspects guerre de l'information, c'est-à-dire des jeux beaucoup plus hypocrites. C'est-à-dire là, on voit apparaître des acteurs de la société civile qui sont plus ou moins téléguidés par d'autres pour taper sur nos contradictions les plus évidentes. Face à ça, défendre, c'est suicidaire. Car, que ce soit sur le cognitif ou la guerre de l'information, je ne sais pas combien d'années il faudra de pédagogie pour expliquer que sur ces deux terrains-là, c'est celui qui attaque qui gagne. C'est pas celui qui défend. D'accord. Est-ce qu'on soutient des ONG aux États-Unis qui font en sorte que les États-Unis appliquent des règles équivalentes? Mais non, nous voilà. le peu qu'on a su faire, il y a eu quelques petites ONG qui sont apparues dans le cadre de certains conflits extérieurs, où effectivement, on peut dire que certaines ONG françaises mais petites, ont joué un rôle d'appui tactique dans certains cas, mais en aucun cas, on a un dispositif comme d'autres ont. On parle de l'Allemagne. Nicolas me faisait remarquer, mais tu sais combien l'État allemand accorde à chaque fondation de chaque grand parti politique allemand? Je sais plus, les Verts allemands touchent 10-15 millions d'euros par an de l'État fédéral. Pour produire des livres blancs? Pour fonctionner. Okay. C'est dans le rapport fluide je dirais de la relation entre l'État allemand et sa société civile. Mais nous, on n'a rien. Et je crois que en France, nous, on aime avoir raison. Et les autres aiment gagner. Plus vous voulez avoir raison, moins vous gagnerez. Et c'est ça qui crée ce décalage.
Je peux pas revenir sur le cas concret que je connais pas, que vous évoquez en Inde. Et quand même, précisons aussi que moi, je travaille pas pour Dassault, j'ai pas de lien avec Dassault. Ce que je dis là procède d'une analyse dans le cadre des travaux qu'on conduit avec le centre de recherche de l'école de guerre économique. Mais en gros, ils ont inventé une histoire qui n'existait pas de corruption, que même en Inde, ils ont dit non, il n'y a rien. Oui, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre rien. En fait, des cas comme ça, on en a plein. Nous, on en a étudié un, on en a publié un dans l'école de pensée sur la guerre économique, où un ancien eurodéputé portugais, Monsieur Paulo Casaca, a très bien démontré qu'un pays du Moyen-Orient avait payé une ONG environnementale pour expliquer que le gaz du Mozambique c'était polluant, quoi, alors que c'est exactement la même chose que celui qui avait payé et cette étude avec cette ONG complice. Bon, ça veut pas dire que toutes les ONG d'ailleurs sont à mettre dans le même lot, hein. C'est pas ça. On ne découvre rien. Le vrai problème, il est dans notre capacité à travailler en France, à s'organiser et à travailler ces questions-là. Il y a 3 manières schématiques de faire de l'influence et même de la contre-influence. Vous êtes jamais convaincant par vos arguments. Vous êtes convaincant quand vous allez voir un décideur et que vous lui dites que vous avez la solution pour ce qu'il veut. Ensuite, vous faites ce que les Britanniques font à merveille, vous pratiquez le contre-feu. Et ça, c'est récurrent. Et la méthode... Explique ce que c'est le contre-feu. C'est le bouc émissaire. On trouve quelqu'un d'autre pour l'accuser à notre place. Oui, mais pour moi, mon premier dossier sur la scène européenne, c'était la vache folle. Je travaillais sur le dossier de la vache folle, et puis on était sur des sujets quand même très sensibles, la vie, la mort, la maladie, etc. Et boum, quoi. C'est pratiquement rien passé. La Commission européenne tombe pas. Et d'un seul coup, en pleine crise de la vache folle, on va voir arriver des scandales financiers dans la gestion européenne qui ciblaient un commissaire espagnol et une commissaire française. Ils n'avaient pas ciblé ces commissaires-là en particulier d'ailleurs. Mais ils avaient juste besoin de trouver du contre-feu. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui peut faire oublier la vache folle? On va chercher du scandale financier. Et boum, la Commission européenne tombe. La Commission sanitaire est tombée sur des trucs qui étaient d'importance nettement moindre et même pas démontrés. Donc c'est pour dire. Et puis la dernière technique qui est la meilleure, la plus efficace, c'est quand vous explosez votre adversaire de l'intérieur, quand vous le mettez en opposition, vous le mettez en situation de division. C'est ce que les Américains font, par exemple, dans le secteur aéronautique à merveille. Ils savent très bien que quand il y a un différend entre Airbus et Boeing, ils vont taxer l'industrie agroalimentaire européenne aux États-Unis. Ouais. Parce qu'ils savent que des Européens qui parlent à des Européens, à des décideurs européens, c'est plus efficace que des Américains qui parlent à des décideurs. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire va se plaindre auprès de la Commission européenne. Auprès de la Commission européenne, en disant à l'Union européenne, en défendant Airbus, dans l'OMC, vous faites beaucoup plus mal aux intérêts européens, parce que nous, on pèse plus lourd en termes d'excédent commercial aux États-Unis qu'Airbus, donc vous faites beaucoup plus mal aux intérêts européens que si vous n'aviez pas défendu Airbus. Et ça, c'est analysé, c'est travaillé, et c'est projeté comme ça. Il y a plein d'exemples qui montrent qu'on est capable, alors outre-Atlantique, c'est vrai aussi que d'autres le font sur la scène européenne. Il y a qu'en France où on joue pas assez comme ça, et c'est communément admis. Hein. Les autres s'en offusquent pas. Ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire comme ça. Oui, mais il n'y a plus qu'à le faire. Oui, mais on est dans l'urgence. Oui. Ce qu'évoquait Christian par rapport aux Pays-Bas est extrêmement important, parce que la Chine, passer un peu vite sur le sujet, c'est un vrai enjeu. Les Pays-Bas, c'est moins 90 milliards de déficit commercial avec la Chine. Mais au bout du compte, en 2021, c'est plus 229 milliards d'excédent commercial dans le marché intérieur européen, intramuros. Ça veut dire que c'est une machine à blanchir, ça. Et donc, vous êtes confronté à une situation où eux importent pour nous revendre, donc n'ont pas intérêt à se protéger des Chinois, et les Allemands, eux, ils ont un excédent commercial en Chine, donc ils n'ont pas intérêt à se protéger des Chinois non plus, sinon les Chinois vont durcir. Et c'est pas leur intérêt de durcir. Ce qui veut dire que vous avez deux modèles économiques opposés qui créent une convergence d'intérêts pour pas que l'Union européenne se protège de la Chine. Et qu'est-ce que fait la France dans tout ça? Comment elle réagit? Comment elle se positionne? C'est un sujet de filière, d'entreprise, accompagné par des territoires et par de l'État. C'est de l'innovation technologique, c'est du droit, c'est de la stratégie politique, c'est de la finance, et tout ça travaille ensemble. C'est aussi ce que vous évoquiez dans la taxonomie. Il n'y a rien d'irréversible dans la taxonomie, ça doit être corrigé. Je pense que sur la défense, ça sera corrigé d'ailleurs. J'espère. Mais, encore une fois, hein, rappelez-vous, quand l'Allemagne a signé des accords bilatéraux avec la Russie sur le gaz, il n'y a pas eu de débat. Or, c'était
remettre en question finalement la construction européenne d'une politique de l'énergie. Mais les Allemands, sur ces points-là, ils ont choisi de ne plus être autonomes dans plein de domaines et on le paye aujourd'hui. On a vu ce que ça donne avec la guerre en Ukraine. Ouais. Enfin, s'il n'y a pas une démonstration par l'absurde aussi évidente, je ne sais pas laquelle il faut prendre. Et là, bis repetita, on a le chancelier allemand qui va à Pékin tout seul, alors que théoriquement l'Union européenne commence, je dis bien commence, à émettre un certain sentiment de prudence, disons, à l'égard de la Chine. Ça n'empêche pas le chancelier allemand d'aller à Pékin comme si de rien n'était et de repartir sur une logique de contrats bilatéraux alors qu'on a déjà le cas d'école avec la Russie. Mais où on est, quoi? C'est quoi l'Europe par rapport à ça? Donc il est urgent de se reprendre en main et je comprends pas comment le président de la République français ne saute pas sur l'occasion en termes d'art de la rhétorique. Je le répète, le « en même temps », c'est terminé. Ça ne marche pas. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Parce que sinon, c'est paradoxal, là, on va perdre parce du que terrain. sur la scène mondiale, en plus, on passe pas, nous, Français, pour être particulièrement sympathiques. Donc, il faudrait qu'on soit plus sympa et plus ferme, sur dans la nos défense, positions. dans la bien défense sûr. de nos intérêts, quoi. Plus stratège. Je vais finir par une dernière question, parce que vous avez fait une étude sur ce domaine-là. Finalement, on a vu, alors bon, finalement, on se fait piller par tout le monde nous passe devant, on n'a pas les bonnes pratiques pour gagner des contrats. Qui sont nos principaux concurrents? Vous avez parlé de la Chine, de la Russie tout à l'heure, vous avez fait une sorte de classement, est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Le classement est très surprenant parce que c'est uniquement sur le terrain économique. Hein. La guerre économique, c'est pas pareil que la guerre militaire, on est bien d'accord. Bien sûr. Les effets ne sont pas les mêmes. Mais le ressenti des milieux qui travaillent sur les rapports de force économiques en France, donc milieu d'intelligence économique, c'est de mettre en un les États-Unis. Et pourquoi en un les États-Unis? Parce que vous savez très bien comme moi, et c'est très difficile quand on essaie de soutenir l'Ukraine face à l'envahisseur russe, que le petit disque oreiller qui circule, c'est que quand on va sortir de tout ça, économiquement, qui aura gagné? C'est les États-Unis, et qui se sera affaibli? C'est l'Europe. Oui. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est factuel. Et c'est pas un problème évident. Et dans le ressenti, c'est évident que les États-Unis, je reviens sur l'image de Biden qui dit à Macron « Mais on continuera à être protectionniste, que ça vous plaise ou non, mon cher ami », c'est un ressenti fort, parce que là, on voit les chocs. Et les chocs, c'est le panier de la ménagère, et c'est tout un tas de conséquences. Ensuite, c'est la Chine. La Chine, où on continue du côté du patronat français à faire les yeux doux en disant que c'est un Eldorado commercial. Mais le jour où la tension apparaît sur Taïwan ou un autre problème entre les États-Unis et la Chine, mais c'est quoi le plan B du patronat français vis-à-vis de la Chine? Moi, j'aimerais le connaître. Parce que là, on va découvrir subitement que c'est plus un Eldorado. On verra des économistes comme monsieur Eli Cohen, je vais citer les noms, qui pendant 20 ans ont dit tout le contraire de ce qu'ils disent aujourd'hui et nous dire, mais oui, ah oui, la Chine, mais oui, il fallait faire attention, etc. Mais qui dit qu'il faut faire attention à la Chine? Qui dit qu'il faut faire attention à une dictature communiste qui n'a qu'un objectif, c'est d'être dans une logique de puissance et de prendre la place de l'empire dominant. Mais il faudrait peut-être un jour mettre cette évidence sur la table. Et puis après, oui, on voit apparaître l'Allemagne. L'Allemagne, on vient d'en parler à juste titre. Et puis la Russie, parce que la Russie, elle est toujours là, et on sait qu'elle nous fait très mal. Devant la Grande-Bretagne, donc. Mais bien entendu, et que c'est un énorme problème, et que c'est pas le pauvre pays qu'on a trompé à travers les accords de 2014, etc. Non, c'est un pays qui nous fait très mal. Et il serait peut-être temps de le dire, de le répéter et de le comptabiliser. Et là, on n'est que sur le plan économique, on précise quand même. Bien sûr. Oui, mais pas seulement. Hein. Vous avez des... à côté de l'aspect militaire, stratégique. Vous avez des liens très concrets. Ce sont des sujets qui sont très imbriqués. Hein. Les pays d'Europe de l'Est, par exemple, ou même ailleurs, ne pensent pas qu'on les protégera avec la défense européenne, et en particulier nous, les Français, avec, en ce compris, notre force de dissuasion nucléaire, simplement parce qu'on n'a pas d'intérêt économique chez eux. Si vous voulez peser en matière de défense, il faut aussi peser sur le plan économique. Et ça demande de réorganiser le pays. Je partage totalement ce que disait Christian. Ce que je veux simplement quand même peut-être dire, c'est que c'est pas possible pour les États-Unis, pour la Chine ou pour la Russie d'être influents en Europe sans complicité en Europe, et que c'est aussi légitime que certains en Europe cherchent à jouer leur propre carte avec ces pays-là. C'est comme ça, c'est factuel, il faut arrêter de se poser des questions, c'est bien, c'est mal, on n'est pas dans un monde de bisounours. Ce qui ne va pas, et c'est là où le dernier élément, c'est quand même d'abord nous-mêmes, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut qu'on s'aime davantage en France, il faut qu'on retrouve
un pacte national. On a, et vous l'avez dit, plein de pépites, on a plein de talents, en particulier dans le secteur de la défense. Il faut travailler avec ces écosystèmes-là, pas être plus agressif avec les autres, mais entrer dans des logiques de rapport de force et bien comprendre que rien, mais rien ne procède de la conviction. Macron n'a pas convaincu Biden, c'était perdu d'avance. Donc c'est une logique de troc, de rapport de force. Il faut l'accepter, il faut l'assumer, et c'est vraiment d'abord un travail sur nous-mêmes. Et en espérant que nos voisins et confrères acceptent d'avoir une autonomie stratégique dans la défense et qu'ils le souhaitent également, mais pour l'instant, c'est pas encore Ils n'y gagné. viendront pas spontanément. Ça veut dire qu'il faut les prendre sur leurs intérêts et puis leur dire, si vous jouez pas ce jeu-là parce que nous on le veut, ben nous on va pas jouer votre jeu sur vos autres intérêts civils. Et c'est pour ça qu'entre la défense et le civil, il y a énormément de liens. C'est pas aux contribuables français de payer les routes en Pologne s'ils achètent des F-35. Ça, on est d'accord. On va rappeler le nom de votre livre. Donc, Guerre économique, qui est l'ennemi, sorti en octobre dernier aux éditions du Nouveau Monde. Messieurs, merci beaucoup. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous a pas mis trop de tension artérielle. De mon côté, je vais faire taper dans un sac de frappe pour me détendre. Air et Cosmos cette semaine, encore une fois, on est sur les sujets militaires, de défense, vous allez voir, ça va vous plaire. En attendant l'Eurodrone, quelles sont les solutions? Puis j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt au studio Air et Cosmos.